Bonsoir et bienvenue à cette formation consacrée à la production, la transformation des champignons et la multiplication des semences. C'est une formation axée justement sur 3 modules dont aujourd'hui nous allons tout d'abord voir la production des champignons. Il est à préciser que dans le cadre de ce module, nous n'allons pas nous attarder sur les spécificités ou bien sur les généralités théoriques relatives à la production des champignons. Nous vous donnons la possibilité, puisque nous sommes au XXIe siècle, de vous référer à Google pour avoir les théories et les généralités relatives à la production des champignons comestibles. Aujourd'hui, nous allons essentiellement faire de la pratique, comme vous êtes en train de voir, dans notre ferme. Donc, en ce qui concerne déjà le premier module qui est consacré justement à la production des champignons, nous allons voir les éléments qui sont indispensables pour lancer un projet de culture des champignons comestibles. Ça, c'est le point numéro 1. Parmi ces éléments, il y a tout d'abord la formation. Aucune personne ne peut se lancer dans un projet de production des champignons comestibles et réussir sans être passé par une formation. Il y a beaucoup de personnes qui vont généralement aller lire les vidéos sur YouTube, lire les PDF sur Google, mais lorsque ces personnes-là vont être sur le terrain, elles vont être confrontées à certains pièges, lesquels pièges ne sont pas généralement présentés dans les vidéos YouTube ou bien Google. Il faut donc passer par une formation pour être édifié en ce qui concerne ces pièges-là, afin de ne pas aussi tomber comme ces formateurs qui sont généralement devant vous. Après la formation, il y a la maison de culture. Donc, lorsque vous allez vous former, vous allez maintenant chercher à savoir où est-ce que vous allez initier votre projet. Ceci en fonction de votre objectif, bien sûr. Vous allez donc chercher une maison de culture, encore ce que nous appelons dans notre jargon la champignonnière. Lorsque on fait les pommes de terre au champ, on fait les champignons dans une champignonnière. Lorsqu'on fait le poulet dans un poulailler, on fait les champignons dans une champignonnière. C'est un abri aménagé pour abriter les ballottes de production des champignons que vous voyez. Vous avez la possibilité de faire votre champignonnière avec le matériel de récupération tel que le bois, le bambou ou du moins la paille. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le matériel en dur, comme les papins et les bris de terre, pour faire votre champignonnière. Dans le local où nous sommes, on a utilisé les papins. Il est à préciser aussi que si vous n'avez pas les moyens de pouvoir aménager une champignonnière et que vous avez une maison abandonnée, ou du moins une maison inhabitée, vous pouvez utiliser cette maison-là comme champignonnière. Ça, c'est la maison de culture. Comme caractéristique, la maison de culture généralement a plusieurs compartiments, à savoir un compartiment pour l'incubation qui doit généralement être noir, bien aéré, stérilisé et bien sec. Voilà à quoi doit ressembler une salle d'incubation. On a dit qu'elle doit être sombre et bien aérée. Il y a les ballottes qui sont déjà disposées là. C'est bien sombre parce que le mycélium a besoin de cette obscurité-là pour pouvoir se propager rapidement, pour pouvoir envahir rapidement le substrat. Maintenant, si j'essaye de mettre un peu la torche, vous allez voir, vous voyez, il y a les ballots là qui sont disposés. Et un autre compartiment réservé à la fructification des champignons. Généralement, ce compartiment est le contraire du premier que je viens de vous citer. Il doit, bien au contraire, être éclairé, être humidifié avec un taux d'humidité relatif entre 60 et 80%. Il doit être aussi propre et il doit être aéré au grand plaisir des champignons qui seront disposés afin de fructifier normalement. Après votre champignonnière, il faut donc chercher ce qu'on va appeler le substrat. Ça, c'est le prochain point. Il est à préciser que le substrat ici, c'est le support sur lequel croît le champignon. Le substrat est en quelque sorte pour les champignons ce que la terre est pour les pommes de terre. Vous avez et généralement, ces substrats sont faits de déchets agricoles. Vous pouvez par exemple utiliser les copeaux de bois, les fans de haricots, les bagasses de canne à sucre, les marcs de café ou encore les rafles de maïs qui est le substrat que nous utilisons ici. Lorsqu'on parle de rafles de maïs, il s'agit bien évidemment de cet os de maïs que généralement après grainage de maïs ça reste. Pour utiliser, afin de produire les champignons, vous devez au préalable le concasser ainsi afin que la consommation puisse être facilitée par les champignons, parce qu'il est à préciser que le champignon, lui, se nourrit généralement de la matière organique
en décomposition. Et lorsque vous prenez la peine d'écraser les rafles de maïs, ou du moins de réduire la taille des particules des rafles de maïs ainsi, vous facilitez ainsi la consommation des micro-organismes qui vont se trouver dans ces substrats par les champignons que vous allez ensemencer. Après avoir disposé votre maison de culture, votre substrat, il faut donc maintenant chercher ce qu'on va appeler le matériel végétal ou encore la semence. Dans notre jargon, nous avons une semence qui est en quelque sorte atypique. On va appeler encore ça le blanc de mycélium. C'est un ensemble de ifs qu'on va introduire dans ce substrat. Et puis, ça va à un certain moment donné produire ce que vous allez appeler les champignons. Donc, voici le matériel végétal ou encore la semence. Il est à rappeler que dans le cadre de cette formation, il y a un module totalement consacré à la production ou du moins à la multiplication de ces semences parce que généralement, elle vient sous la forme d'une base souche. Et il y a une technologie qui vous montre, ou du moins qui nous montre la base souche en question afin d'obtenir des centaines et parfois même des milliers de semences. Donc, pour des personnes qui vont prendre le module multiplication des semences, ces personnes verront cette technologie irrélative. Mais pour des personnes qui n'auront pas pris ce module relatif à la multiplication des semences, il faudra tout simplement vous référer vers un producteur de champignons et il aura la possibilité de mettre à votre disposition les semences. Et surtout, exiger, les semences sont à l'origine de presque 60% des échecs liés à la culture des champignons que nous rencontrons généralement. Je précise aussi que la semence à elle seule bouffe parfois plus de 70% de votre budget lorsque vous décidez de vous lancer. Donc, avoir la maîtrise de la multiplication de ses propres semences est vraiment un grand atout. Si vous parvenez déjà à multiplier vos propres semences, les 70% de votre, les 60 ou 70% de votre budget que vous comptiez allouer à cette denrée, vous l'allouerez plutôt à une autre chose. Ça sera en quelque sorte un manque à gagner. Vous pourrez le panier pour lancer un autre projet ou tout simplement pour étendre votre projet. Après donc la semence vient les ingrédients. Et parmi ces ingrédients, il y a le tout premier que je vais appeler la chaux. La chaux que généralement nous utilisons dans nos travaux de construction pour peindre la maison. Beaucoup seront surpris, mais c'est ça qu'on utilise dans notre jargon. Cette chaux généralement doit être éteinte parce qu'initialement elle est en granules ainsi, mais il y a des techniques pour l'éteindre. La chaux a pour rôle de neutraliser le milieu de culture. Lorsque je parle de milieu de culture, je fais référence au substrat parce que initialement le milieu de culture, lui, il est acide et le champignon ne pouvant pas se développer dans des conditions acides, on est donc obligé de mettre cette chaux-là afin de rendre le milieu neutre pour permettre à ces champignons de se développer normalement. Après la chaux, comme deuxième ingrédient, vient l'azote, ou du moins l'urée. Le champignon, pour se développer, a besoin d'un peu d'azote. Je précise un peu d'azote parce que généralement les quantités ne sont pas considérables, ne sont pas importantes. Le champignon, pour se développer, a besoin d'un peu d'azote. Et généralement, il y a plusieurs sources d'azote. Il y a l'azote bio, ou du moins naturel, exemple l'urine de lapin, que vous pouvez aussi utiliser pour vos différentes productions. Mais il y a aussi l'azote chimique, ce que nous utilisons aussi parce que son accès est un peu facile. Nous ne pouvons pas facilement avoir l'urine de lapin ici, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi l'azote chimique. Mais à votre niveau, si vous avez la possibilité d'utiliser l'azote bio, il faudra tout simplement le choisir parce que ça rendra votre culture essentiellement bio. Je rentrerai au niveau du substrat pour préciser que le choix du substrat va toujours dépendre de sa quantité, de sa disponibilité en quantité et en qualité. Ici, à l'ouest du Cameroun où nous sommes, nous utilisons essentiellement, à presque 99%, les rafles de maïs parce que l'ouest du Cameroun est un bassin de production vraiment du maïs. C'est la raison pour laquelle nous utilisons ces rafles de maïs. Il y a des personnes qui n'ont pas un accès facile à ces rafles de maïs et qui sont peut-être proches des industries de transformation de canne à sucre et consorts.
le fait déjà d'être proche de ces industries, c'est un atout parce que vous allez utiliser les épluchures de canne à sucre comme substrat. Il y a certains qui peuvent être des zones proches des exploitations de soja et consorts. Si vous êtes proche de ces zones-là, c'est aussi un atout pour vous. Parce que les fans de soja aussi, c'est un très bon substrat. Il y a aussi le copeau de bois blanc. À préciser qu'on dit toujours copeau de bois blanc et surtout sec. Parce que beaucoup de personnes ont tendance à prendre n'importe quel copeau pour produire du champignon. C'est déconseillé parce qu'il y a certains bois, surtout le bois rouge, qui contient des essences généralement toxiques pour nos champignons. Donc lorsque vous produisez les champignons sur ce copeau-là, parfois ça donne, mais sauf que ça vient avec des essences toxiques qui vont parfois nuire à la santé du consommateur. Après donc l'urée, nous avons le fongicide. Le fongicide, généralement, est utilisé dans cette production, ou du moins dans cette activité, pour lutter contre les attaques fongiques qui pourraient détruire votre production. Parce qu'il est à préciser qu'à partir du moment où on fait la composition du milieu de culture, il est assez exposé, il est assez riche et assez exposé aux attaques fongiques, c'est-à-dire les mauvais champignons. Et pour donc lutter contre ces mauvais champignons, il faut utiliser un fongicide. Et je précise que l'utilisation du fongicide généralement aussi est un choix. Déjà à notre niveau, nous n'utilisons pas le fongicide parce que nous misons sur le respect des règles et des normes de propriété. Si vous avez la possibilité de travailler vraiment dans les conditions les plus propres possibles, vous pouvez ne pas utiliser le fongicide. Mais si vous ne faites pas confiance à votre milieu, vous êtes obligé d'utiliser un fongicide, soit chimique, soit bio. À notre niveau aussi, il y a les fongicides bio que généralement nous fabriquons pour mettre à la disposition des producteurs. Et comme fongicide chimique, il faut essentiellement choisir un fongicide contenant le carbendazime. Exemple, le Banco Plus. Donc, si vous voulez vous lancer dans la culture des champignons et que vous voulez utiliser le fongicide, exigez un fongicide contenant du carbendazime. J'ai pris l'exemple du Banco Plus. L'autre élément, c'est l'eau. On va plus rappeler ici que l'eau, c'est la vie. Sans eau, on n'aurait pas de champignons. Et après cela, on aura tout simplement le matériel de protection tel que le cache-nez, les gants et les lunettes. Voilà, en quelque sorte, les dispositifs, ou du moins le petit matériel à réunir pour pouvoir initier la culture des champignons comestibles. Mais à côté de ces éléments, il y a un dispositif que nous appelons le stérilisateur qui va nous permettre de stériliser notre milieu de culture afin de tuer tous les microbes pouvant s'y trouver. Donc le stérilisateur aussi, c'est un autre élément. Généralement, ce que nous appelons stérilisateur ici, c'est juste un fût aménagé, un fût qu'on a acheté et qu'on a pris la peine de tailler le couvercle pour fabriquer une plateforme comme celle-ci. Donc, lorsque vous allez vouloir vous lancer dans votre production, vous allez chercher un fût qui est encore initialement fermé. Vous allez aller chez le soudeur, il va vous aider à tailler le couvercle ainsi. Quand il a taillé le couvercle comme ceci, il va chercher les barres de fer. Ça, c'est le fer de 6, vous pouvez chercher le fer de 8 ou bien fer de 12, je ne sais quoi. Le plus important, c'est la taille. La longueur de ces barres de fer-là, c'est 15 cm. Donc, vous allez souder les barres de fer de 15 cm sur votre plateforme ou bien sur le couvercle. Ainsi, il y a environ 7 barres. Vous pouvez y mettre 8 si vous voulez. Le nombre ne compte pas vu que ça supporte la charge. Donc, après avoir soudé les barres de fer là, le soudeur va mettre les trous. Comme vous voyez là, c'est en désordre, le nombre ne compte pas. Ça peut mettre légèrement plus grand que ça, ou bien plus petit et beaucoup que ça ne dérange pas. Et une fois qu'il a mis ainsi, bon, on peut mettre juste un manche là pour tenir, ça ne dérange pas. Ceci pourquoi? Parce qu'au cours de notre stérilisation, il y a 25 à 30 litres d'eau qu'on va mettre dans notre stérilisateur. Et généralement, lorsqu'on met 30 litres d'eau, ça arrive quelque part à ce niveau du stérilisateur. Ça arrive quelque part à ce niveau du stérilisateur. Et pour éviter que nos ballottes ne se noient, on est donc obligé de mettre ces barres-là afin que
ça puisse créer un écart entre l'eau et les ballottes. Voilà, donc dans notre stérilisateur, l'eau occupe la taille de ces différentes barres de fer. Et après cela, on voit les ballottes parce que la stérilisation va se faire à vapeur. Lorsqu'on va vouloir stériliser, il y a la pression, ou du moins la vapeur d'eau qui va monter avec une grande pression sous le fait de la chaleur. Et c'est donc cette vapeur d'eau-là qui va traverser les trous que vous voyez. C'est donc cette vapeur chaude qui va traverser les trous que vous voyez après ébullition, bien sûr. Après ébullition de l'eau, la vapeur d'eau va donc traverser ces trous-là et c'est ça qui va monter, cuire nos différents paquets. Donc, lorsque vous avez taillé votre plateforme, ou du moins le couvercle ainsi, il faut essayer d'arrondir les bords là pour que ça puisse entrer facilement. Donc, le but c'est de venir tout simplement disposer dans le fût. Le but c'est de disposer dans le fût. Et une fois que vous l'avez disposé dans le fût là, vous pouvez mettre 30 litres d'eau ou bien 25 litres d'eau. Généralement, nous mettons 30 litres d'eau lorsqu'on nous voulons utiliser le bois parce que généralement, le bois consomme beaucoup d'eau aussi. Ça fait produire beaucoup de vapeur. Et pour cela, c'est beaucoup d'eau qu'on perd. Or, le charbon généralement est constant. Comme source de chaleur, vous pouvez utiliser soit le charbon, soit le bois, soit le gaz. Ça dépend de vos moyens. Ça dépend de votre objectif et de la taille de votre projet. Nous utilisons le charbon ici. Le fût doit aussi contenir un robinet. C'est toujours le soudeur qui va faire ce travail-là. On met le robinet parce que au cours de la stérilisation, parce qu'il faut préciser qu'au cours justement de cette stérilisation-là, il y a la température et la pression qui seront contrôlées. Généralement, sous l'effet de la pression, la bâche que vous allez attacher vos différentes ballottes avec pourra donc s'exploser. Et pour cela, lorsque vous vous rendez compte que la bâche a déjà trop gonflé, il faut tout simplement venir là, détendre le robinet, question de diminuer la pression qui est dans votre stérilisateur. Le rôle du robinet sur le fût, c'est quoi? Lorsque je vous ai dit tout à l'heure que la stérilisation se fait généralement à la vapeur, ça veut dire que lorsque l'eau va monter à ébullition, il y a la pression qui va monter aussi sous forme de vapeur chaude. Et lorsque cette pression va monter jusqu'à ce niveau, il y aura les ballots à l'intérieur. Il y aura une bâche qu'on aura couvert avec. La bâche là, justement, va se saturer de pression et devenir dure. Si ça devient dur et que vous continuez la stérilisation sans rien faire, ça va s'éclater. Pour donc éviter cet accident-là, il va falloir que vous venez ouvrir légèrement le robinet là pour détendre l'intérieur, pour détendre le stérilisateur, c'est-à-dire pour réduire la pression. Donc c'est tout simplement ça, le rôle du robinet. Après donc les éléments indispensables pour initier un projet de culture des champignons, nous voici donc aux différentes étapes qui interviennent dans le processus de production des champignons comestibles. Comme première étape, il s'agit tout d'abord de la préparation et le mélange. À ce niveau, nous allons mélanger les ingrédients que nous venons de voir avec notre substrat afin de l'envoyer dans un stérilisateur pour la seconde opération que nous allons appeler la stérilisation, qui est une opération généralement qui dure 5 heures de temps. Ça consiste à mettre les ballottes parce qu'il faut préciser qu'après le mélange, on va charger notre substrat dans les paquets ainsi, dans les papiers plastiques ainsi et attacher. Et une fois qu'on aura attaché, ça va désormais former ce qu'on appellera la ballotte, comme vous pouvez constater sur les différentes étagères. Lorsqu'on a donc formé la ballotte de substrat, on va aller disposer dans un stérilisateur où ça va faire 4 à 5 heures de temps. Ce stérilisateur doit contenir au préalable 25 litres d'eau. Après l'étape de stérilisation, nous allons laisser notre ballotte ou du moins notre paquet se refroidir jusqu'à atteindre une température d'environ 35 à 37 degrés. Une fois qu'on aura cette température-là, on va procéder à la prochaine opération qu'on va appeler l'ensemencement. Ça consistera tout simplement à prendre notre sémence ou du moins notre blanc, à vider cette boîte de la moitié et la propager tout simplement au-dessus de notre substrat. Et puis, on va tout simplement tasser
attachez le paquet et rendez-vous dans la salle d'incubation pour l'opération suivante qu'on va appeler l'incubation. L'incubation ici, c'est la période pendant laquelle le mycélium envahit le substrat. Le mycélium étant donc notre sémence, lorsqu'on va le disposer sur notre substrat, il prendra un temps de 3 semaines à 1 mois environ pour se multiplier, parce qu'il faut préciser que c'est un ensemble de cellules. Ça va donc prendre 3 semaines à 1 mois pour envahir totalement notre substrat. Et une fois que ce mycélium aura totalement envahi le substrat, 3 semaines après, on aura quelque chose, un paquet, un peu comme ce que vous êtes en train de voir là, qui sera totalement blanc. Le mycélium aura totalement envahi tout le substrat et le paquet va devenir ainsi blanc. Et lorsque vous allez le toucher, il va résonner tel un ballon. Et lorsque votre paquet aura donc déjà cette forme, ou du moins lorsque votre paquet aura colonisé à 100%, c'est-à-dire après environ 3 semaines à 1 mois, on va donc procéder à la prochaine opération qui consiste justement à la mise en fructification. Ça consistera tout simplement à entrer dans notre salle noire, c'est-à-dire la salle d'incubation, à sortir notre paquet, à utiliser une lame pour la blesser. Pour blesser le paquet en question, ça se considérera tout simplement à sortir notre paquet, à utiliser une lame pour blesser tel que vous voyez là, afin de laisser le passage aux champignons pour qu'ils puissent sortir agréablement après un temps d'arrosage qui est généralement conseillé matin et soir chaque jour. Donc, après arrosage d'une semaine, on va donc constater l'apparition des petits champignons que nous allons appeler les primordiaux.